du sein, et le deuxième, le cancer de la prostate. Donc, dans le cancer du sein, je vais illustrer pour prédire l'efficacité d'une thérapie ciblée froide en vérifiant la fonctionnalité de la cible par imagerie moléculaire. Donc là, on est parti du ciblage thérapeutique, hein, qui est le traitement hormonal dans le cancer du sein, donc de la thérapie, et puis avec un ciblage qui sera réalisé donc par TEP. Donc là, on est remonté à l'envers et donc pour toujours une approche theranostique. Donc le ciblage par imagerie moléculaire, donc ici vous avez donc un récepteur aux œstrogènes, donc la cellule cancéreuse en bleu, ici. La cible qui est donc la serrure, donc le récepteur aux œstrogènes. On va donc élaborer une clé pour utiliser ce récepteur. Cette clé, elle est composée de trois composés. L'agent ciblant qui va aller dans la clé, dans la serrure, une petite molécule qui est un chélate, donc qui va permettre d'accrocher le radioélément. Donc, et avec ça, donc, on va pouvoir ouvrir la serrure du récepteur. Donc nous, ce qu'on injecte aux patients pour faire l'imagerie moléculaire, c'est le radiopharmaceutique qui est composé donc de la clé, de la petite molécule qui permet d'accrocher le radioélément et le radioélément. Donc l'imagerie moléculaire, le principe avec le traceur qui permet de voir le récepteur aux œstrogènes dans le cancer du sein. Donc il y a un récepteur qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule tumorale. Donc on injecte par voie intravasculaire le radiopharmaceutique qui est symbolisé ici, puis il va aller se positionner sur le récepteur de la cellule de cancer du sein au niveau de son cytoplasme et on va pouvoir faire l'image. Donc il y a des patientes qui ont des récepteurs aux œstrogènes, donc qui sont déterminés sur la base de biopsie ou de pièces chirurgicales, donc par anatomopathologie. Et puis on a découvert, donc quand on a découvert ces récepteurs, on s'est dit, donc ceux qui en anatomopathologie avaient des récepteurs, quand on va donner un traitement hormonal, ça va faire 100% de réponse. Donc de peau, ça ne répond que dans 50 à 60% des cas. Donc c'est bien qu'il y a encore une subtilité à connaître et qu'il ne s'agit pas seulement d'exprimer le récepteur, mais il faut aussi qu'il soit probablement fonctionnel. D'où l'idée avec l'imagerie moléculaire de regarder la fonctionnalité du récepteur. Donc on commence par une TEP OFDG qui est un traceur généraliste, donc c'est leader en oncologie pour la TEP. Donc il va nous montrer les lésions qui sont actives. On va pouvoir faire le bilan de l'ensemble des lésions. Ici on voit trois petites flèches, trois petits points noirs. Il y a 3 lésions à la louche, il y a 3 lésions chez cette patiente. Maintenant l'intérêt, savoir si on va mettre un traitement, savoir est-ce qu'elles sont porteuses de récepteurs, sans faire de récepteurs aux oestrogènes, sans faire de biopsie, bien évidemment. Donc on fait une deuxième TEP avec un traceur qui s'appelle le FES, et donc on regarde les lésions qu'on avait vues au FDG, est-ce qu'elles s'allument elles aussi en FES? Et on voit qu'effectivement, elles s'allument en FES. Et donc on a vérifié en anatomopathologie en faisant une biopsie d'une des lésions qui exprimait bien donc en anatomopathologie. Donc notre traceur FES racontait bien la vérité. Maintenant, si on a une deuxième patiente avec 2 lésions au FDG, donc 2 localisations secondaires, on regarde ce que ça donne avec le traceur pour les récepteurs aux œstrogènes et on remarque qu'il n'y a aucune fixation. On vérifie sur une des lésions comment elle exprime les récepteurs et là on nous montrait qu'elle n'exprimait pas les récepteurs. Donc maintenant qu'on sait que quand ça fixe, ça n'exprime pas ou il n'y a pas de récepteur, et quand ça fixe, ça exprime, est-ce qu'on peut prédire l'efficacité de l'hormonothérapie? Donc on fait toujours le bilan par le FDG. Donc là ici,
vous avez un patient qui a des lésions rachidiennes étagées, ainsi que des, je sais pas comment ça s'appelle, des lésions au niveau du bassin ici. Donc on fait la TEP FES. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on voit l'ensemble des métastases des vertèbres ainsi que du bassin. C'est relativement superposable en dehors du foie qui ne nous intéresse pas ici, mais c'est superposable les deux. Donc a priori, l'ensemble des lésions détectées au FDG présente une expression fonctionnelle des récepteurs aux oestrogènes. Donc c'est un bon candidat, une candidate en l'occurrence, à l'hormonothérapie. Donc on réalise de l'hormonothérapie pendant 6 semaines et on refait une imagerie par FDG pour regarder ce que sont devenues les localisations secondaires rachidiennes et du bassin qu'on avait vues initialement à la première photo. Et on voit que les images sont en train de s'amender et donc l'AFES pouvait, du fait de la fixation, de l'excellente fixation sur l'ensemble des métastases, on pouvait prédire le bien fondé d'instituer l'hormonothérapie. Une autre patiente donc, qui a une localisation secondaire au niveau du rachis dorsal haut, au bout de la flèche noire, là, on fait l'imagerie avec FES et on se rend compte que en regard de la flèche noire sur le rachis, il n'y a pas de fixation à la FES. On va quand même instituer le traitement par hormonothérapie. Normalement, si la FES prédit, quand il y a une fixation, prédit qu'il va y avoir une réponse, ou quand il n'y a pas de fixation, prédit qu'il ne va pas y avoir de réponse, normalement, on devrait avoir une augmentation des lésions quand on fait le contrôle à 6 semaines de traitement. Effectivement, on se rend compte que les lésions FDG initiales sont bien plus importantes à l'issue du traitement pendant 6 semaines, puisque le traitement, finalement, n'a pas atteint les cibles qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas fonctionnelles. Enfin, pour finir sur le cancer du sein, là, 3 patientes qui avaient une tumeur de cancer du sein initiale qui exprimait à l'anatomopathologie les récepteurs aux œstrogènes. Et là, je vous présente l'imagerie au stade métastatique. Donc, donc en haut, en bas, on a les images des 3 patientes en FDG. Et en haut, les mêmes patientes en FES. Et donc, initialement, le cancer du sein était l'exprimer les récepteurs de la même façon pour les 3. Or, quand on regarde le FDG, ici, vous avez des métastases, tous les points noirs, ce sont les vertèbres, donc sont métastatiques, ainsi que le sternum. Quand on fait la FES, on voit effectivement que c'est tout à fait superposable de même topographie, le sternum et l'ensemble du rachis. Avec même des lésions ici qui n'étaient pas trop bien vues par le FDG. Ici, on voit qu'il y a des localisations pulmonaires. En revanche, on voit que là, pas d'expression ou pas de fonctionnalité des récepteurs aux oestrogènes. Et enfin, celle-ci au FDG avec des localisations secondaires vertébrales et du sternum. On voit que la localisation vertébrale présente une fonctionnalité au niveau de ces récepteurs aux oestrogènes. En revanche, ce qui n'est pas le cas pour le sternum. Donc on se rend compte qu'on a un peu tout en partant au départ d'un cancer du sein qui pour toutes exprimait les récepteurs aux oestrogènes. On voit qu'on a au stade métastatique une grande hétérogénéité de la maladie et que actuellement, sans médecine personnalisée, on décide sur le statut de la tumeur initiale de dire telle patiente aura de l'hormonothérapie ou telle patiente n'en aura pas, alors que finalement, au niveau de l'imagerie, on se rend compte qu'il y a un peu de tout au stade métastatique et que, ben, effectivement, l'hormonothérapie va pouvoir, pour la première patiente, ça va sûrement très bien marcher. Pour la deuxième, beaucoup moins parce que les lésions pulmonaires n'expriment pas, du moins de manière fonctionnelle, les récepteurs aux oestrogènes. Et pour la dernière, ça marchera sur son rachis. En revanche, pour les lésions sternales, on n'est plus dubitatif. Donc vraiment, le statut de la tumeur primitive ne préjuge pas du statut des métastases. Donc en résumé, pour le cancer du sein, une cible connue, les récepteurs aux oestrogènes, qui sont définis par l'analyse anatomopathologique de manière historique.
et une thérapie disponible. Ça, c'était le princeps. Est-ce que la cible est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est non fonctionnelle? On a intérêt à le déterminer parce que ça préjuge de l'efficacité du traitement. On va le faire par imagerie moléculaire. Il y a une fixation avec le traceur FES. La cible est fonctionnelle. La thérapie, a priori, est adaptée. Il n'y a pas de fixation. La cible est non fonctionnelle. La thérapie est non adaptée. Et je vous ai mis 3 petites croix parce que la VPN est extrêmement forte, hein, c'est quasi 100%. Donc tout ce qui ne fixe pas, elle ne va pas répondre. C'est pour ça que j'ai mis à la fixation thérapie a priori adaptée, parce qu'il y a encore des subtilités. 100% des patientes qui sont positives avec le FES, malheureusement, ne répondent pas forcément à l'hormonothérapie. Donc il y a encore un sous-groupe, mais pour l'instant, on ne connaît pas la raison de pourquoi la VPP n'est pas à 100%, comme en revanche la VPN est à 100%, c'est-à-dire pas de fixation, pas d'intérêt du traitement. Et enfin, l'hétérogénéité de fixation, c'est-à-dire des cibles fonctionnelles et des cibles non fonctionnelles, donc vers une combinaison de thérapies, puisque l'hormonothérapie est capable de s'occuper des cibles fonctionnelles, en revanche, elle ne s'occupera pas des autres cibles. Donc, mettre en évidence des cibles, le diagnostic, et aller jusqu'à la thérapie qui est là, qui n'est pas une thérapie de médecine nucléaire. Donc, c'est quand même une approche theranostique. Le deuxième, c'est le cancer de la prostate, où là, c'est déterminer une cible pour diagnostiquer, puis traiter par radiothérapie moléculaire, c'est-à-dire par un radiopharmaceutique de médecine nucléaire. Donc là, on part dans le bon sens, entre guillemets, recherche d'un ciblage par imagerie TEP, de diagnostic. On recherche donc le ciblage, on évalue le ciblage thérapeutique, donc vers la thérapie, et donc l'approche theranostique. Dans le cancer de la prostate, pourquoi ça émerge maintenant? Parce qu'en fait, l'imagerie a fait des progrès. Le cancer de la prostate, jusqu'à présent, était suivi grâce, enfin les métastases étaient suivies grâce à la scintigraphie osseuse. Et la scintigraphie osseuse, de par la conception de son radiopharmaceutique, donc qui permet de faire l'image, va se poser sur les remaniements osseux dus à la maladie. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une imagerie tout à fait indirecte. C'est la reconstruction osseuse pour réparer les métastases qui attaquent l'os que l'on va voir. Ce n'est pas la maladie proprement dite. Or, il est apparu une cible, on a découvert une cible qui s'appelle le PSMA, qui est exprimée par les cellules de cancer de la prostate. Et donc, on a élaboré un radiopharmaceutique TEP à partir, donc, qui va aller cibler cette cible. Et donc, on lui a accroché un radioélément pour faire de la TEP. Et là, vous voyez, je vous présente le même malade, imagé avec la scintigraphie osseuse, où vous voyez, il y a son petit problème. On voit qu'il y a un petit problème au niveau du rachis là-haut, et puis deux petits problèmes au niveau du bassin. Et on voit quand on lui fait son imagerie de façon contemporaine, hein, il y a 15 jours entre les deux, vous voyez bien qu'il n'y a pas que trois petits problèmes sur sa tête. Hein. Au niveau de sa hanche, là, on voit qu'il y a une grosse atteinte, deux grosses atteintes rachidiennes, dont une était totalement méconnue parce que vraisemblablement avec une absence de remaniement osseux en regard, puisque la scintigraphie, on ne voit que la reconstruction osseuse, donc visiblement la tumeur était plus forte et l'os était atone. Donc là, en revanche, on va cibler une particularité de la cellule malade et on va faire une imagerie directe. Et donc vraiment de la maladie, alors que l'autre, c'était la conséquence qu'on imageait. S'il n'y avait pas de conséquence, eh ben, on était complètement aveugle. Et là, vous voyez que ces atteintes rachidiennes sont très importantes puisqu'elles atteignent aussi le canal médulaire et que c'est très haut, donc il y a un risque de compression médulaire et donc il faut traiter d'urgence ce patient d'abord par radiothérapie externe hein, pour lever la compression. Et puis, mais que la seule scintigraphie osseuse ne laissait pas comment préjuger de cette atteinte.
Donc la particularité cellulaire, c'est le PSMA, c'est un antigène qui se trouve à la surface. Vous voyez dans la membrane, ici vous avez la membrane cellulaire. Il est enchâssé dans la membrane cellulaire avec une partie intracellulaire et une grande partie extracellulaire. Il est faiblement exprimé dans les tissus normaux, ça nous arrange parce que s'il était exprimé aussi par les tissus normaux, ça nous ferait tout un bruit de fond, l'image serait pas jolie. Et puis en plus, quand on voudrait passer au volet thérapie, bah, ça irait aussi dans ces tissus. Donc c'est très bien qu'il y ait une faible expression. C'est une cible prometteuse pour l'imagerie, mais aussi pour la thérapie. Et on a donc ces dernières années, il y a un gros développement mondial du ciblage du PSMA avec des radioéléments, tant pour l'imagerie que pour la thérapie. Donc, vous voyez, donc on a notre PSMA qui est enchâssé dans les membranes cellulaires, et nous, on va arriver avec notre radiopharmaceutique, ici, radioactif. Donc ici, avec des radioéléments pour l'imagerie TEP, le leader, c'est le gallium 68, mais il y a aussi du fluor 18, du cuivre 64, et il y a même un peptide qui peut être marqué octecnésium 99N. Donc l'imagerie au PSMA, donc uniquement l'imagerie, ce sont pas, vous allez voir plusieurs patients, ce ne sont pas les mêmes patients, donc pas à comparer l'atteinte de chacun. Donc celui-là avec une imagerie au fluor 18, ici au gallium 68 PSMA, donc avec une atteinte moindre que son voisin de droite. Au cuivre 64 aussi avec une atteinte encore moindre que le voisin. Et puis l'imagerie scintigraphique au PSMA technicien. Donc le style de la scintigraphie osseuse de tout à l'heure, mais là avec un ciblage des cellules vraiment malades et non pas la conséquence de la reconstruction osseuse. Et en France, n'est disponible en ATU que le gallium PSMA 11. On peut aussi décliner versant thérapie, soit avec du lutécium 177, un émetteur bêta-, ou l'actinium 225, un émetteur alpha. Donc, comment choisir les deux, émetteur bêta-, particule alpha? Donc, la particule alpha est capable, donc est très énergétique et en un court parcours, donc vous voyez, moins de 100 microns, alors que la particule bêta-, un peu moins énergétique, va faire un parcours là qui est écrit supérieur à 2000 micromètres, donc l'ordre du millimètre, et donc un trajet plus long que ce que la particule alpha va pouvoir faire. Donc c'est le choix qu'on a à faire pour traiter les patients. Donc un premier patient qui a, donc on voit, il y a eu une imagerie au gallium 68. Donc on voit l'ensemble de ces lésions pathologiques, ces localisations secondaires pathologiques, ganglionnaires et osseuses. Et donc, on trouve que le ciblage est bon. On voit bien le bruit de fond. Vous voyez, il n'y a pas tellement de bruit de fond. On voit bien les cibles ont une fixation importante. On décide donc de le traiter. On le traite avec du lutécium, donc un lutécium 177, donc un émetteur bêta-, lié au PSMA. Le lutécium 177 a la particularité d'émettre aussi des photons gamma, donc on peut faire une scintigraphie. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus floue que sa voisine de droite, parce que en fait, c'est de la scintigraphie et l'autre c'est de la TEP. Mais néanmoins, on voit que les lésions donc post-administration du traitement sont tout à fait superposables à celles qu'on avait vues au gallium, avec le gallium 68 PSMA. Le PSA était à 38 nanogrammes par ml. On fait une deuxième cure et donc une deuxième scintigraphie pour regarder les cibles et on voit que les cibles le nombre a diminué, l'intensité aussi et le PSA a diminué, il est à 8 nanogrammes par ml. Et enfin, on décide après donc les deux cures de contrôler à distance par TEP, c'est-à-dire de la même manière que ici initialement avec du gallium 68 et donc on voit que le PSA est à 4 au lieu de 38 initialement, et puis qu'on a seulement une petite lésion qui a résisté aux deux cures de traitement. Ici, avec un émetteur alpha, donc du PSMA à l'actinium 225. Donc, initialement,
donc un patient avec de multiples lésions, tellement petites qu'elles sont continues. On a l'impression qu'on a une scintigraphie osseuse, hein, on voit tout le grid costal, on voit l'ensemble du rachis, le bassin, les fémurs, les humérus et même le début de son crâne. Donc c'est parce que c'est des micro-lésions, mais tellement côte-côte que ça finit par faire une fixation globale. Et donc on remarque avec un PSA de compétition, puisque à quasi 3000 nanogrammes par ml. Donc il a eu 3 cures de d'actinium 225 PSMA. Et puis donc on lui fait un contrôle. On contrôle son PSA aussi, de passer de 3000 à 0,26. Donc avec un nettoyage impressionnant des lésions initiales. Et ils ont décidé, donc ça c'est traité en Allemagne, ils ont décidé de faire une cure supplémentaire où là carrément le PSA est devenu indosable avec absence de lésion à l'issue de ce 4e traitement. Donc en résumé, pour le cancer de la prostate, on est parti d'une cible connue par analyse anatomopathologique, en recherche d'un nouveau traitement. L'imagerie moléculaire vérifie le ciblage, les fixations sont volumineuses ou alors les fixations sont ponctuelles. Le traitement se décline en radiothérapie moléculaire, le PSMA combiné à un émetteur bêta- plutôt si les fixations sont volumineuses, le PSMA combiné à un émetteur alpha plutôt quand les fixations sont ponctuelles, même si elles sont... il semble que le patient qui était traité par l'actinium 225 PSMA avait d'énormes lésions, mais en fait, c'était des toutes petites lésions, les unes à côté des autres, et un émetteur alpha pouvait lui rendre plus service. Donc, le ciblage du diagnostic jusqu'à une thérapie adaptée, donc on est toujours dans l'approche théranostique. Donc, en conclusion pour l'approche théranostique, la pierre angulaire, l'imagerie moléculaire, présence ou non de cibles des récepteurs, des antigènes, une imagerie corps entier sans biopsie in vivo, mettant en évidence le caractère fonctionnel ou non des cibles, mettre au point aussi le ciblage à visée thérapeutique, et on peut traiter soit avec une thérapie ciblée froide ou une radiothérapie moléculaire. Je vous remercie.